Bonjour. La relativité restreinte contient quelques détails qui ne cadrent pas bien. Le paradoxe des jumeaux proposé par Paul Langevin au Congrès de Bologne en 1911 est emblématique. La solution proposée par la majorité est contraire à la notion de relativité du mouvement de Galilée. Ce paradoxe raconte qu'à l'âge de 20 ans, des jumeaux se séparent. L'un des deux part faire un voyage interstellaire dans une fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. L'autre reste sur Terre. La vitesse de la fusée par rapport à celle de la lumière est telle qu'une seconde pour la fusée dure 2 secondes vue de la Terre. Au bout de 20 ans, la fusée opère en demi-tour et revient pour arriver 20 ans plus tard. Le voyage a duré 40 ans. Le jumeau resté sur Terre a 60 ans. Il accueille son frère voyageur qui, lui, n'a voyagé que pendant 20 ans du fait de la dilatation du temps qui a été observée. Il a donc 40 ans. Le paradoxe réside dans le fait que selon le principe de relativité du mouvement de Galilée, on peut dire également que le voyageur est resté immobile dans son propre référentiel et qu'il voyait la Terre s'éloigner à grande vitesse avec un temps dilaté et qui revenait 40 ans plus tard. Elle n'avait vieilli que de 20 ans. Vu sous cet angle, le voyageur a 60 ans et son frère resté sur Terre 40 ans. On aurait pu en rester là, mais un petit malin a fait remarquer que chacun des jumeaux a vécu 40 ans dans le temps local de son repère et qu'ils ont donc tous les deux 60 ans. Après plusieurs débats, l'opinion la plus partagée est celle qui déclare que le voyageur a moins vieilli. L'argument s'appuie sur le fait que c'est lui qui a subi des accélérations pour atteindre une très grande vitesse, pour s'arrêter et pour revenir. Mais la question portait sur les référentiels inertiels de la relativité restreinte, en ligne droite et sans accélération. Les autres phases ne faisaient pas partie de la question. Si on s'intéresse uniquement à la partie inertielle, le temps s'écoule de la même façon que sur la Terre. C'est ce qu'Albert Einstein a écrit dans son article fondateur de la relativité restreinte, intitulé « De l'électrodynamique des corps en mouvement », publié en 1905, dans le premier chapitre qui est la partie cinématique, au paragraphe 2 sur la relativité des longueurs et des temps. K a mesurer une tige rigide depuis son référentiel, quel que soit le mouvement de celui-ci par rapport aux autres référentiels. On utilise des horloges H1 et H2 synchronisées. L'observateur, pourvu de la règle à mesurer, se déplace avec la tige à mesurer et superpose la règle sur la tige, comme si l'observateur, la règle à mesurer et la tige étaient au repos. KB. Mesurer une tige rigide placée dans un référentiel petit k, vue en mouvement depuis le référentiel grand K de l'observateur. Einstein utilise grand V pour la vitesse de la lumière. C sera utilisé plus tard. L'observateur détermine à quel point du système stationnaire se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps t. Il se sert des horloges placées dans le système stationnaire. Vu des référentiels grand K, la lumière à vitesse constante universelle grand V met plus de temps à atteindre B qui s'éloigne, vue de K, puis rejoint plus rapidement grand A qui vient au-devant d'elle. Dans petit k, la vitesse de la lumière est également grand V, mais A et B sont immobiles. Si vous trouvez ces explications pas très claires, vous pouvez lire ce passage dans l'article d'Albert Einstein. C'est le point de départ de ces transformations. Principe de relativité de Galilée. Il est impossible de mettre en évidence un mouvement de translation rectiligne uniforme par une expérience se déroulant dans le référentiel de l'objet en mouvement, sans se référer au monde extérieur.
Le mouvement inertiel est comme rien. C'est le cas du jumeau qui voyage. Il mesure des longueurs qui restent inchangées, pas de contraction ni de dilatation, et de même pour le temps. L'explication donnée par Albert Einstein en 1905, avant que la question ne soit posée, est que le phénomène est réciproque, mieux, relatif. Chaque observateur voit les déformations dans le référentiel en mouvement et ne remarque rien dans son propre référentiel. Ni le temps, ni les longueurs locales ne changent. Dans son article fondateur de 1905, Albert Einstein pose deux postulats fondamentaux. Le premier, que les phénomènes électromagnétiques sont relatifs, et le deuxième, que la vitesse de la lumière est une constance universelle partout la même. Mais immédiatement, il reconnaît que le premier postulat est contredit par les équations de Maxwell, excusez du peu, et que le second contredit le premier. Alors vous comprendrez que les physiciens de l'époque aient pu autant critiquer cet article. Ces autres articles, eux, n'ont jamais été critiqués. De plus, en supprimant le support des ondes électromagnétiques, Einstein a rendu ces ondes mystérieuses. Il le rétablit en 1920, mais les physiciens font semblant de l'ignorer. Il est vrai qu'il ne peut attribuer de mouvement à l'éther, tout en affirmant qu'il ne peut être immobile, ce qui ne peut qu'entretenir le doute. L'année 1905, l'année merveilleuse. Les 4 grands travaux d'Albert Einstein. Il publie en premier un article sur l'effet photovoltaïque. Cet article lui vaudra le prix Nobel. Ensuite, il publie un article sur le mouvement brownien qu'il explique avec la mécanique newtonienne et l'existence de particules, les atomes et les molécules. Son troisième article concerne la relativité restreinte dont nous parlons actuellement. Son quatrième article établit l'équation E égale mc2. Et en 1906, il sort une thèse de doctorat qui est une nouvelle détermination des dimensions moléculaires. Avec la thermodynamique, la théorie cinétique, la mécanique et le mouvement brownien, il permet de calculer la constante d'Avogadro qui détermine la taille des molécules. Chapeau. Pourquoi cette vidéo? La lecture attentive de l'article de 1905 et de celui de 1921, qui rétablit l'éther, nous a amené à établir une hypothèse audacieuse. Audacieuse mais simple, de ce que devait être le mouvement de l'éther. La réponse, c'est la relativité générale qui la fournit avec le mouvement des corps célestes en chute libre qui suivent les géologiques. Notre hypothèse est que le médium support des ondes électromagnétiques et quantiques est constitué de corpuscules d'une masse minuscule, le quantum d'action réduit de Planck, par exemple. De ce fait, ils sont eux aussi en chute libre et accompagnent les corps célestes. Dans le référentiel de chaque corps céleste, la vitesse de la lumière est la même. La nature corpusculaire du photon, ce sont ces corpuscules qui frappent les électrons. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ce serait néanmoins dommage de ne pas l'examiner. Pour en savoir plus, un essai intitulé The Heterohubble-Einstein a été publié aux éditions Bode. Vous pouvez le commander dans la plupart des bonnes librairies et aussi sur Internet. Nous vous remercions de votre attention.